D'ailleurs, dans une version initiale du scénario, un des voleurs devait dévaliser le rayon argenterie du grand magasin. Mais Chaplin trouva que, du coup, il devenait un voleur comme les autres, alors qu'en fait, lui aussi n'avait que faim, ne cherchait qu'à survivre. La séquence fut donc tournée, mais finalement coupée au montage. Début 1931, après la première des Lumières de la ville, Chaplin s'était embarqué pour un voyage autour du monde qui allait durer presque 1 an et demi. À Londres, à Paris, à Berlin, partout, l'accueil avait été triomphal. À l'époque, il était l'homme le plus célèbre du monde. Même s'il avait été reçu par ceux que l'on appelle les grands, lors de son voyage, Chaplin avait rencontré la crise, le chômage, la dépression. Il avait commencé à se poser des questions et à bâtir ses propres théories sur une meilleure répartition des richesses entre les hommes. Ces idées, il en avait parlé avec des personnages éminents comme son ami H.G. Wells ou Albert Einstein ou le Mahatma Gandhi qu'il rencontre ici à Londres. Lors de sa conversation avec Gandhi, Chaplin développe l'idée que les machines, bien utilisées, pourraient être d'un grand bénéfice pour l'humanité. Mais seulement utilisées pour le profit, elles n'amèneront que de la misère. Discouragement, fear, failure. Depression haunted America. D'ailleurs, quand il était rentré de son voyage, Chaplin s'était rendu compte que quelque chose était arrivé aux États-Unis en son absence, et que l'esprit enthousiaste des pionniers s'était envolé, comme il l'écrira plus tard. Après la prospérité des années 20 et dans la foulée du krach de 1929, la crise s'était installée durablement. Le chômage était devenu endémique, la faim était apparue. Le nombre des sans-abri croissait sans cesse et on n'hésitait pas à faire donner la troupe quand la révolte finissait par exploser. Je trouve que c'est intéressant en voyant ces images d'archives et ces extraits de films. C'est sans doute un des plus grands documentaires aussi sur l'époque. Sur les bidonvilles aussi, qu'il y avait. Ouais. Tous les gens qui vivaient tout en restant, lui, dans son truc sur son personnage. Ben regarde, voilà. C'est la même chose. Ouais, c'est une baraque. Les baraques. Lui en met une, mais c'est ça la force de la fiction. Il arrive à rendre la même violence, quoi. Les gens, la même violence de la vie, la même violence. C'est ça la vraie violence. Ouais. La vraie violence, elle est là, quoi, dans la manière dont on loge les gens. Enfin, du moins, on ne les loge pas, dans la nourriture qu'ils sont obligés de manger. Le modèle T était plus qu'une automobile. C'était le symbole d'une révolution industrielle. La production en série et la chaîne de montage permirent de réduire le prix de toutes sortes de produits et de les mettre à la portée de tous. De minute en minute, la production gagnait sa bataille contre le temps et les efforts perdus. Les pièces arrivaient aux ouvriers sur des glissières. Ils ne devaient plus attendre inutilement. Et ce fut là un grand pas en avant, car on put alors régler le rythme de la production et le maintenir à une vitesse constante. Et la bataille contre les efforts perdus était en voie d'être gagnée. Une mécanisation à outrance s'était développée dans les années précédentes pour rationaliser le travail, au risque de le déshumaniser. Les chaînes de montage des usines Ford en étant l'exemple le plus célèbre. L'ennui, c'est qu'avec la crise, personne ne pouvait plus rien acheter. Donc, pas la peine de faire tourner les usines et du coup, pas d'embauche. La fabrication en série et la chaîne de montage permirent de baisser le prix de vente du modèle T de 850 à 300 $. En 1933, Chaplin publia une série d'articles sur sa vision du monde, relatant son voyage et expliquant au passage ses idées sur l'économie. Et se souvenant d'une conversation avec un journaliste qui lui avait parlé justement des chaînes de montage d'automobiles à Détroit, il commença la rédaction de ce qui deviendra le scénario des temps modernes.